Je vais clore ça vite. Aujourd'hui, je viens comme ancienne étudiante à l'UQAR. Donc, moi, j'ai fait ma maîtrise en lien avec les éco-villages, en lien avec le droit à la ruralité et j'étais à l'époque surveillée, je pourrais dire par Yann, non, supervisée, je pense le terme. Donc, voilà. Moi, la petite attention là, que je voulais porter là, quand même auprès de vous, c'est que cette recherche-là a été faite en 2013 et 2015. Donc, c'est vraiment une photo d'une communauté dans un temps X, dans le sens que là, aujourd'hui, on est en 2023, l'éco-village a beaucoup changé. Donc, moi, je ne peux pas faire au fil du temps là, un ajustement là, de tout ce qui se passe dans cet endroit-là. Donc, c'est important de garder ça en tête, là, qu'on a regardé à travers une lunette à ce moment-là. Donc, si vous voulez, cette maîtrise-là, on avait deux objectifs à travers celle-là. La première, c'était d'observer des mobilisations collectives en milieu rural, puis d'observer aussi les relations entre des projets marginaux qui, là, étaient un éco-village avec le reste du territoire. À l'époque, il faut savoir que la recherche s'intéressait très, très peu au rapport entre les groupes marginaux et le reste de leur communauté. On s'intéressait vraiment davantage à savoir comment ils fonctionnaient à l'interne, comment, par exemple, la gestion de l'argent, la gestion politique, comment ils éduquaient leurs enfants et tout ça. Donc, c'était une première recherche vraiment en exploration pour savoir les interactions qu'il peut avoir avec un groupe marginal et une communauté dans laquelle il s'installe. Et on a pris la lunette du droit à la ville d'Henri Lefebvre que vous avez parlé tout à l'heure. Donc, le droit à la ville de Lefebvre. Lefebvre soutient donc que le territoire et l'espace se construit et construit une série d'œuvres et de produits qui permettent de créer des espaces prédéfinis ou appropriés. L'œuvre est quelque chose d'irremplaçable et d'unique qui émerge d'un processus de création s'inscrivant dans une dynamique historique, temporelle et spatiale. Le produit, quant à lui, est répété et résulte d'actes et de gestes répétitifs. J'ai une charmante colocataire qui m'a dit que c'était très peu digeste comme définition, donc je vous ai simplifié ça au max. Quand on parle de produits, je vous ai mis une banlieue, je pense que c'est l'image la plus claire qu'on peut avoir dans la tête, donc c'est une reproduction constante en fait des mêmes espaces de vie. Et dans une œuvre, c'est quelque chose qui se co-construit dans les interactions interhumaines. Il est donc question de créer une tension entre s'autodéfinir et répondre à la norme. Dans le droit à la ville, il y a donc un aspect revendicateur du droit d'habiter un milieu et un aspect d'appropriation par les individus de leur milieu de vie. Et c'est ça qui va venir produire en fait des œuvres. Enfin, on va passer du produit à l'œuvre qui est dans des milieux réappropriés. Lefebvre parlait du droit à la ville. Il parlait aussi du droit à la nature. Pour lui, le droit à la nature, c'était le droit d'avoir des espaces verts, un peu comme on pourrait réfléchir les parcs régionaux ou nationaux. Nous, quand on a traité ça, on a pris le droit à la ville, mais on n'aimait pas le terme ville parce qu'on était en milieu rural, donc on l'a plus abordé dans un point de vue de la réappropriation de l'espace en milieu rural. Un deuxième concept qui était très présent au cœur de cette maîtrise, c'est le concept de la marginalité. Donc, pour avoir, quand on a une norme, bien sûr, il y a des choses qui émergent à l'extérieur de la norme. Et c'est dans ce cas-là qu'on va parler de marge. Donc, nous, dans notre recherche, les projets marginaux font donc partie de la marge et qui ne répondent pas aux normes et aux attentes qu'on a envers eux. Quand on parle de milieu rural, on parle que, bien sûr, il y a une norme très spécifique dans laquelle on veut qu'ils s'inscrivent. Et bien, je vous annonce choc aujourd'hui qu'on vit dans un monde néolibéral qui porte quand même la vision, il y a deux visions centrales à partir de la Révolution tranquille dans le rapport aux territoires ruraux, qui est une vision centre-périphérique et une vision extractivisme. La vision centre-périphérique, comment nous, on l'a compris, c'est le fait de croire que le centre va permettre, en fait, le fait de nourrir le centre va permettre un rayonnement pour l'entièreté du territoire. Donc, pour nous, au Québec, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que plus qu'on nourrit Montréal, plus qu'on nourrit les grands centres urbains, c'est la théorie du ruissellement là, vers le monde de la région. Donc, on a vraiment au Québec porté l'idée là, que la modernité se devait d'être urbaine et industrielle et que Montréal devait être la locomotive pour l'entièreté du territoire. La vision extractiviste, ce que ça porte comme vision, c'est que quand on nourrit ce centre-là,
Les régions ressources deviennent donc, justement, je viens de dire les régions ressources. Donc, la ruralité devient des régions ressources, c'est des, je vais dire, des magasins grande surface pour l'accumulation de ressources premières qui sont dirigés vers les grands centres et là, suit toute cette logique-là. Donc, la vision du monde rural, c'est de son seul rôle, c'est de faire exister le centre à partir de ressources. Quand on va donc parler de marge, tout ce qui va s'inscrire à l'extérieur de cette vision-là va donc devenir marginal d'un point de vue rural. Je me suis donc, moi, intéressée aux éco-villages. Les éco-villages, pourquoi c'était intéressant à l'époque? Parce que c'était des façons de vivre le territoire dans une vision complètement différente du centre-périphérie. Donc, un éco-village a tous des aspects sociaux, environnementaux et politiques. Il y a parfois inclus dans la vision des éco-villages une vision spirituelle. Nous, ça a complètement été écarté de notre recherche parce que c'était pas présent dans le cas qu'on a étudié. Quand on parle d'un aspect social, c'est que c'est des communautés qui sont basées sur l'entraide, le partage de tâches, le partage de coûts, une volonté d'adapter leur mode de vie dans une vision plus simple et conviviale. Quand on parle d'un aspect environnemental, c'est qu'il y a un aspect écologique dans ces communautés-là. Donc, soit que c'est inspiré souvent de l'écologie profonde qui va tenter de minimiser l'impact des humains dans l'environnement. Souvent, dans les éco-villages, on ne trouvera jamais, en fait, une maison préfabriquée. C'est vraiment des constructions alternatives avec des matériaux écologiques. Et ça a finalement une vision politique, d'une structure politique de groupe qui va s'inscrire en opposition à la domination d'une majorité sur une minorité. Donc, on n'y va pas au vote à main levée, puis c'est le plus de votes qu'il y a. On va aussi s'opposer, en fait, à la hiérarchisation des rapports, puis aux rapports utilitaires ou technocrates. Dans les éco-villages, le point de vue de politique, c'est aussi souvent qu'on ne va pas chercher à réformer l'État. On refuse, dans plusieurs cas, que l'habitat soit financé par l'État, mais on va chercher à changer notre rapport à l'autre. Ce qui est important de noter dans l'éco-village, c'est qu'on n'est pas, dans ce cas-ci, dans un quartier résidentiel écolo. Je pense à des villes là, qui vont dire « Ah, ces maisons-là sont toutes construites écologiquement ». On n'est pas dans ça. Quand on parle d'éco-village, c'est vraiment un projet politique de micro-société. Donc, il y a vraiment des aspects qui sont portés à l'intérieur de cette vision-là dans le vivre ensemble. Donc, au moment de cette recherche, nous, on s'est intéressé au hameau 18. À ce moment-là, en Gaspésie, il y avait deux éco-villages. Il y avait le hameau 18 qui était à Sainte-Anne-des-Monts, à Capour-Nord, qui est près de Sainte-Anne-des-Monts. Et sinon, il y en avait un autre complètement à l'opposé dans la péninsule de la baie des Chaleurs avec le CESA. À l'époque, ça nous a paru un choix plus prodigieux pour nous de s'intéresser au hameau 18 parce qu'il y avait vraiment des relations avec la communauté et qui était finalement une grande représentation, en fait, de cette population-là. Donc, ça se trouve en Haute-Gaspésie. La Haute-Gaspésie, c'est une des régions les plus défavorisées au Québec. Ça prend place dans le village de Lamarthe. Puis, dans le village de Lamarthe, il faut comprendre qu'il y a Capour-Nord, qui est un autre village qui a été fusionné. À l'époque où j'ai étudié le hameau 18, il y avait 12 personnes qui habitaient dans le hameau. 12 personnes au hameau, ça voulait dire que ça représentait 17% de la population de Capour-Nord et 5% de la population de Lamarthe. Ça veut dire que quand même, il y avait un poids, tu sais, leur présence était quand même significative là, au niveau démographique. Et le hameau portait aussi à l'époque 3 projets qu'on pourrait qualifier d'entrepreneurial. Donc, une coopérative de solidarité que vous connaissez peut-être, qui est la Coop du Cap. Il y avait aussi 2 entreprises alimentaires, donc le Varec S, là, qui fait de la production d'algues, et le Mont Café, que vous buvez peut-être, qui est délicieux. Et il y avait aussi une entreprise culturelle qui est le Théâtre des Témoins, qui en ce moment là, fait une pièce, si ça vous intéresse, en lien avec les enjeux cognitifs et l'Alzheimer. C'est très intéressant. En tout cas, bref. Fait qu'il y avait déjà là, toutes ces entreprises-là qui étaient sur le territoire. Pourquoi aussi c'est intéressant de s'intéresser à ce cas-là particulier, c'est que Lamarthe représentait à l'époque, on pourrait dire, représentait ce qu'on qualifiait être la crise de la ruralité. Donc, on était en crise sociale, on avait un taux là, démographique vraiment déclinant, on venait de fermer l'école, il y avait peu de jeunes, une population très vieillissante. On avait aussi une crise économique. Le village a été basé, en fait, sur l'extraction des ressources premières.
On venait de fermer à l'époque le moulin du village d'à côté, donc la majorité des gens n'avaient plus d'emploi. C'est un village principalement forestier. Puis on assistait aussi à ce qu'on appelait une crise politique. En fait, à l'époque, le conseil municipal était sous tutelle à la Marthe. Donc, on avait là un enjeu là, que c'était témoin en fait d'une réalité de l'époque, d'une ruralité qu'on pouvait considérer comme en crise. Quand je vous disais que le hameau 18 décide donc de s'installer à la Marthe, il y a quelque chose d'intéressant à regarder dans le parallèle de résistance dans cette ruralité-là qui existe dans l'Est du Québec. Donc, on parle, vous avez plein d'exemples que vous devez parler soit dans vos cours, vous avez déjà entendu. Donc, on parle de la grève de Murdochville en 57, les opérations de l'UP, le JAL, tout ce qui s'est passé au niveau de Saint-Clément, ce qui s'est passé au niveau de la crise de Restigouche et récemment, jusqu'en 2017, ce qui s'est passé contre Junex. Donc, on est vraiment dans un milieu où on est représentatif d'une crise de la ruralité, mais qu'on est aussi représentatif d'environnement de résistance face à une norme qu'on nous demande d'être. Là, c'est drôle parce que je ne vous vois pas, mais si tout le monde s'en va, vous me le direz. Inquiète-toi pas. Il reste 4 minutes, malheureusement. Je vais aller très, très vite. Donc, qu'est-ce que ça change que ça existe, l'éco-hameau? Bien, c'est sûr que ça a apporté dans cette crise-là de la ruralité une innovation pour cesser d'être dépendante aux moyens financiers qui arrivaient de l'extérieur. Donc, quand on parlait justement des entreprises, ça apportait donc une vision d'économie sociale. Ça a été les premières coops de la Haute-Gaspésie. Donc, c'était des nouveaux modèles de fonctionner d'un point de vue économique. D'un point de vue politique, c'est sûr que ça l'amenait que, vu que le conseil municipal était en crise, les gens de l'éco-hameau apportaient des actions. Par exemple, là, ils avaient proposé des collectes de compost, de transport collectif. Donc, c'était vraiment, ça apportait des solutions en dehors, en fait, des institutions traditionnelles, puis ça renforçait le côté que le communautaire ou que la communauté peut apporter plus que des politiques traditionnelles. Puis finalement, ça créait une sociabilité. Dans le fond, le éco-hameau est devenu pour plusieurs une petite place de village. Il y a eu énormément de personnes, en fait, qui ont décidé de s'installer dans ce village-là, pas nécessairement dans l'éco-hameau, mais parce que l'éco-hameau apportait un projet, apportait de la vie. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça reste que le hameau 18 est une micro-projet, une bulle d'expérience. Donc, c'était une expression là, que nous, on a vu de vraiment du droit à l'espace à travers ça. Puis, c'était important pour moi aujourd'hui de quand même, vu que ça fait 10 ans là, que le hameau, que j'ai fait cette recherche-là, d'apporter des analyses qu'aujourd'hui, on ajouterait ou du moins qu'on mettrait en phase 2. Mais premièrement, des liens avec les groupes nouvellement installés et constitués. Maintenant, en Gaspésie, il y a au moins 5 éco-villages et il y a des mobilisations aussi de groupes qui achètent collectivement des maisons. Donc, les liens à faire avec ça. Il y aurait sûrement une perspective féministe à ajouter dans ça. Pour ça, je vous conseille le texte de Catherine Beauferron qui est lié à ça. Il y a aussi tout le questionnement du fait qu'à l'éco-hameau, les gens étaient propriétaires des terrains. Aujourd'hui, avec les hausses des coûts et tout ça, il y a des questions à se poser pour quand les municipalités accueillent des projets où les gens ne sont pas propriétaires. Est-ce que c'est possible pour des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter, de faire ces projets-là? Il y a aussi une perspective anticoloniale qui, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Là, dans la vision néolibérale, il y a aussi un ancrage colonial. Donc, quel est le rapport avec les communautés qui étaient là avant ou qui ont des revendications actuellement? Une perspective intersectionnelle. Dans l'éco-hameau que moi j'ai étudié, toute personne était blanche, il n'y avait pas de personnes avec handicap, il n'y avait pas de personnes, tu sais, il y avait plusieurs comme privilèges à travers ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, on peut se poser les questions à savoir si c'était des groupes autochtones, racisés, est-ce que ça serait pareil? Puis quand on parle de revendications territoriales, on ne peut pas faire fi de langue actuelle qu'on voit dans plusieurs régions en lien avec la répression policière et la répression armée des revendications. Donc, tu sais, ce projet-là est un projet au tout début, quand c'est arrivé en Haute-Gaspésie, c'était des gens qui étaient liés déjà à la place, donc il y a eu un accueil favorable. Mais est-ce que ce projet-là est reproductible toujours et quel serait son accueil aujourd'hui? Je pense qu'il y a des choses à modifier. Puis, je vous invitais là, avec des liens là, à continuer à lire par rapport à toutes les revendications territoriales, mais aussi le droit à l'espace. Puis, voilà.